On entend de plus en plus que la dette est un problème pour les différents pays du monde. J'ai donc décidé de faire des recherches sur le sujet. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai demandé l'aide d'un ami. Au final, après avoir fait diverses recherches, on est tombé sur pas mal d'informations intéressantes. On a donc essayé d'en faire une vidéo. On a donc écrit un script et on a parlé des différents problèmes que la dette engendre, et également de sa provenance. Cette dette publique est présente dans tous les pays et nombre de mesures sont prises pour lutter contre elle en vain. Malgré sa popularité, peu de personnes connaissent réellement la provenance de cette dette publique et ses conséquences. Commençons par expliquer d'où vient-elle et pourquoi continue-t-elle à augmenter malgré les plans d'austérité qui se suivent et le fait que l'on essaye tant bien que mal de la rembourser. Avant le traité de Maastricht, les États européens pouvaient emprunter à taux zéro à leur banque centrale, c'est-à-dire qu'ils rendaient autant que ce qu'ils empruntaient. Après le traité de Maastricht, notamment l'article 104, cela n'était plus possible, car les États ne pouvaient plus passer par leur banque centrale. Par la suite, ce système a été consolidé en France par la loi du 3 janvier 1973, surnommée loi Pompidou-Giscard, ou encore péjorativement appelée loi Rothschild, puis reformulée dans l'article 123 du traité de Lisbonne. La France, comme les États européens, doit donc passer par des banques privées, et comme les banques privées sont des entreprises, leur but premier est de faire des bénéfices, donc le prêt à taux zéro, c'est fini. Les États doivent donc désormais emprunter avec des taux d'intérêt. D'ailleurs, on observe depuis 1973 une augmentation quasiment exponentielle de la dette publique. Pour beaucoup, cela paraît pour le moment normal, mais je souhaite souligner un point. On parle toujours de prêt. Or, lors d'un prêt, on ne rend rien de plus que ce que l'on nous a prêté. Alors qu'avec un prêt bancaire, on doit rendre la somme que l'on nous a soi-disant prêtée, plus les intérêts de celle-ci. Donc, il ne s'agit plus de prêt, mais bien de location. Le mot prêt est employé en tant qu'abus de langage commercial. Beaucoup pensent que les banques prêtent de l'argent à partir de celui déposé par leurs clients, mais ce n'est ni totalement vrai, ni totalement faux. Elles s'appuient bien là-dessus, mais seulement dans une certaine mesure. Elles utilisent ce que l'on appelle le système de réserve fractionnaire. Ce système consiste à permettre aux banques privées de prêter ce qu'elles possèdent fois le taux de réserve. Et sachant que dans la zone euro, le taux de réserve avoisine quasiment les 100, cela signifie que les banques de la zone euro peuvent prêter presque 100 fois plus que ce qu'elles ne possèdent réellement. N'est-ce pas aberrant? On peut aussi ajouter à cela que les banques doivent plus d'argent à leurs clients que la totalité de la masse monétaire en circulation. Donc, les banques ne pourront jamais rendre tout l'argent qu'elles doivent à leurs clients. Cependant, lorsqu'une grande banque fait faillite pour éviter l'anarchie publique, l'État aide les banques, et ce, sans demander de retour. L'argent qui permet d'aider ces banques provient du Fonds de garantie des dépôts, un organisme financé par l'État. L'État étant financé par les taxes, donc par les travailleurs, ce sont donc les travailleurs, soit la majorité, qui en pâtissent. Les États aident les banques privées, car ces banques feront profit à partir de biens publics, la masse monétaire. Donc, les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Les conséquences de la dette publique. La principale conséquence de la dette publique est qu'elle oblige les États à prendre toujours de plus gros emprunts pour combler cette dette, ce qui cause donc un problème. Avec la croissance, il faut de plus en plus d'argent pour faire tourner le système, l'argent étant une monnaie d'échange. Sauf que comme le moyen le plus simple pour acheter de l'argent dans le système est la dette, on se retrouve dans un cercle vicieux. Il faut plus d'argent pour contribuer à la croissance, comme l'argent est une monnaie d'échange et que vu que quand il y en a plus, on se retrouve avec plus d'échanges commerciaux, c'est logique. Donc l'État emprunte pour injecter de l'argent dans le système, l'État rembourse. Le remboursement et la croissance font qu'il y a besoin de plus d'argent, l'État réemprunte, l'État rembourse. Le remboursement plus la croissance font qu'il y a besoin de plus d'argent dans les systèmes, et ainsi de suite. D'ailleurs, rembourser la dette publique est impossible. Et même si cela était possible, il ne faudrait pas le faire. Car le système ne disposera plus d'assez d'argent pour fluctuer les échanges commerciaux. Comment les États font-ils pour toujours emprunter plus d'argent? Quand un État emprunte de l'argent à une banque, il doit montrer qu'il fait des efforts pour combler les emprunts précédents. Il a donc deux solutions pour montrer aux banques qu'il fait des efforts. Réduire les dépenses peut paraître logique à l'échelle d'un ménage, mais pour un État, cela tourne dans l'absurde. Tout simplement car la réduction des dépenses se fait principalement au niveau des aides sociales, qui sont vitales pour la classe moyenne. Ainsi, l'État multiplie les plans d'austérité et les politiques de rigueur qui, au contraire d'améliorer l'économie d'un pays, plongent celui-ci dans la pauvreté. Le peuple, et ce par contre-information des médias, suit donc cette logique. De cette façon, les plans d'austérité se succèdent, ne faisant que diminuer la masse monétaire qui fera par la suite augmenter en réempruntant. Augmenter les recettes? Oui, mais où faut-il puiser? Augmenter les impôts? Elles sont déjà bien assez élevées comme ça pour la classe moyenne.
Quant aux citoyens riches, peu restent en France. Augmenter les impôts sur la fortune reviendrait à faire fuir le peu de riches qui restent en France, et qui ne se sont pas encore réfugiés vers des paradis fiscaux. Quant aux grandes firmes, c'est totalement inenvisageable d'augmenter les charges de celles-ci, car cela les pousserait à délocaliser et licencier. Quant à la TVA, elle est déjà bien assez élevée, et l'augmenter n'est pas une solution. Selon moi, la solution est d'arrêter de faire des lois stupides en faveur d'une minorité aux revenus élevés, ce qui implique d'élire des dirigeants honnêtes qui se soucient de l'intérêt de leur peuple par-dessus l'intérêt privé, des dirigeants qui n'ont pas peur de s'opposer et de réformer le système économique actuel, des dirigeants qui n'ont pas peur d'éradiquer le fléau des grandes banques et du grand patronat. Quant aux banques, elles devraient, et ce pour de bon, être nationalisées et réappartenir aux différents pays. Selon moi, rien qui n'implique l'intérêt du peuple ne devrait appartenir à autre chose qu'à la nation. Le contraire reviendrait évidemment à promouvoir encore une fois l'intérêt privé par-dessus l'intérêt public. Quant à la question des prêts d'argent, il faudrait replacer cela selon la véritable notion de prêt, et non sous la notion de location dissimulée, rendre l'usure en tant que crime à la même hauteur que le vol, et mettre en place un système de prêt où l'on ne paye que deux choses. Le remboursement du prêt, bien évidemment à taux zéro, les frais de dossier qui n'iront pas dans les comptes de créanciers, mais serviront à payer les salariés de ce système de banque nationale, et non à engorger des profits monstres sur le dos du peuple, alors qu'encore beaucoup de personnes vivent dans la misère. Le seul problème avec ce système, c'est qu'il paraît malheureusement utopique, dans le monde capitaliste où nous vivons, où les profits sont rois, et où les banques privées sont supérieures aux États. Car les lois votées par ces mêmes États démocratiques les rendent redevables envers des intérêts privés. Elle est belle, la démocratie. Donc, de par sa nature même, ce système économique ne profite qu'à des intérêts individuels, qui sont minoritaires, face à des intérêts publics, délaissés, qui sont pourtant majoritaires. Cela représente bien la misère du monde, où 1% de la population mondiale détient plus de la moitié des richesses. Cette dette perpétuelle nécessite une croissance perpétuelle. Or, une croissance perpétuelle est impossible dans un monde fini. Ainsi, notre système économique tourne autour de la surproduction et la surexploitation des richesses, afin d'essayer de rembourser l'irremboursable. Ce système, qui n'est autre que le fruit de l'impérialisme-productivisme, est voué à l'échec. En effet, on ne peut pas considérer l'humanité en tant que simple outil du productivisme, qui, de manière à promouvoir des intérêts individuels, réduit l'humanité en tant qu'esclave social des grandes sociétés. L'humanité ne pourra ainsi plus tenir la cadence du fait de l'impact physique et psychologique que cette croissance engendre. De toute manière, les ressources s'épuiseront bien trop vite pour que cette croissance puisse continuer encore longtemps à ce rythme. Ce système budgétaire repose sur un château de cartes qui est destiné à s'écrouler à un moment ou un autre, et ce sont les travailleurs, soit la grande majorité, qui en paieront le prix fort.